appel à témoins lancé par la gendarmerie de Schirmeck. Lina, une adolescente de 15 ans, a disparu depuis maintenant 24 heures. Elle a quitté Plaine dans la vallée de la Bruche. Le contact et sa description sont sur francebleu.fr Alsace. Qu'est-il arrivé à Lina ? C'est la question qui taraude la France depuis le 23 septembre dernier. Cette jeune adolescente blonde, au sourire radieux, s'est mystérieusement volatilisée. Depuis la rentrée, son visage fait le tour des médias. Ce matin, 80 gendarmes ont été mobilisés. C'est un dispositif important. L'histoire de Lina, c'est l'histoire d'une disparition qui s'est déroulée en quelques minutes seulement. Donc ça veut dire qu'il lui est arrivé quelque chose dans un laps de temps hyper restreint, c'est-à-dire qu'entre 11h et 11h22, il s'est passé quelque chose de grave. Il s'est passé quelque chose d'absolument dramatique. Accident, fugue, kidnapping, nous verrons comment les enquêteurs ont exploré tous les scénarios. À ce stade de l'enquête, donc, nous n'écartons toujours aucune piste et poursuivons activement les investigations qui s'imposent pour retrouver la jeune fille. Serait-ce le crime d'un proche ? Pourquoi le petit ami se retrouve-t-il au cœur de la tempête médiatique ? C'est lui qui, le dernier, a reçu sur son téléphone portable des nouvelles de Lina. Et ce téléphone portable, qui est essentiel, il va le perdre. Ou pourrait-il s'agir de l'œuvre d'un prédateur sexuel ? On sait que c'est une jeune fille, 15 ans, une proie facile qu'on pourrait manipuler pour qu'elle monte dans une voiture. Bon, cette idée, elle est dans toutes les têtes, bien sûr. Y a-t-il dans la région un prédateur sexuel, quelqu'un qui avait repéré ou Lina ou l'autre jeune fille ? Des premières heures de la disparition jusqu'aux toutes dernières recherches, nous avons retrouvé tous les acteurs de l'affaire. En particulier, 2 témoins clés, les derniers à avoir vu Lina ce samedi-là. Je suis certain que c'est Lina parce que je l'avais déjà croisée quelques fois et aussi parce que la description qui en avait été faite, c'est bien sa tenue vestimentaire. C'est une image que je n'oublierai jamais. La voyant passer, faire un sourire. Des journalistes présents sur place nous dévoileront les coulisses de l'enquête. Il y a énormément d'émotions, on le voit, on le ressent, quelque chose qui se joue vraiment autour de Lina. La maman de Lina est là. C'est des moments évidemment pour tous les parents qui sont là, qui sont très très forts. Nous avons aussi interviewé Jeanne Cancard, la seule journaliste à avoir recueilli le témoignage de Fanny, la maman de Lina, et de Tao, son petit ami. Fanny nous a dit, moi ce que je veux aujourd'hui, c'est prendre la parole pour multiplier les relais d'information, les appels au secours, les appels à l'aide pour retrouver ma fille. Il faut qu'elle revienne, il faut que je l'ai dans mes bras, il faut qu'elle soit là. Je veux ma fille. Sa mère, c'est tout ce qu'elle revienne et en bonne santé. Je fais que chercher depuis 4 jours, 3 jours. Ça commence à être compliqué. Voici le récit d'un mystère hors norme qui bouleverse la France depuis 2 mois. Samedi 23 septembre, 11h du matin. Ce jour-là, Lina doit rejoindre son petit copain Tao à Strasbourg pour passer l'après-midi. Elle part de chez elle à pied pour prendre le train. La disparition de Lina, en réalité, elle commence par l'inquiétude de Tao, son petit ami. Il a 19 ans, Lina en a 15. Et ce jour-là, ils ont rendez-vous à Strasbourg. Il l'attend à la gare. Et déjà, il y a quelque chose qui le surprend, c'est-à-dire que la dernière fois qu'ils se sont parlé, il était 11h20. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Et ça le surprend de ne pas avoir de nouvelles. Les ados, en général, passent leur temps à s'envoyer des messages. Hervé Miclot, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. Donc, quand sa petite copine cesse d'envoyer des messages à 11h20 et qu'il est près de 13h, il est clair que dans sa tête, il y a quelque chose qui ne va pas.
va essayer de l'appeler, mais elle ne répond plus. Inquiet, Tao alerte aussitôt la mère de Lina. La maman panique. Alors elle lui demande d'attendre l'arrivée du train. À Strasbourg, la voie est annoncée. Midi 53, le train entre enfin en gare de Strasbourg. Tao est en bout de quai, donc à guetter chaque voyageur qui descend du train, avec une véritable angoisse à chaque fois. C'est-à-dire que au départ, c'est comme d'habitude, c'est une foule qui évidemment descend du train, et puis petit à petit ça s'égrène, et Lina n'est pas là. Lina n'était pas dans le train. Il va même faire 3 fois le tour de la gare, selon son récit, et puis chercher. Mais de toute évidence, Lina n'est pas montée dans ce train, elle n'en est pas descendue. Et là, il prend sa voiture et il retourne de Strasbourg à Plaine pour rejoindre la maman de Lina. L'inquiétude est à son comble. Tao et la mère de Lina partent à sa recherche dans les environs. Ils refont le trajet qu'elle devait emprunter pour se rendre à la gare. Mais elle n'est nulle part. Alors, à 14h15, ils décident de se rendre ensemble à la gendarmerie. Face aux enquêteurs, Fanny, la mère de l'adolescente, revient sur la chronologie des événements depuis le matin. Alors la maman de Lina, elle avait vu sa fille pour la dernière fois dans la salle de bain alors qu'elle se préparait pour partir. C'est la dernière fois que sa maman la verra. Elle est gaie, elle est joyeuse, elle est contente de rejoindre Tao. Donc elle se maquille, elle se pomponne, elle met une robe qu'elle aime beaucoup, sa robe grise. Elle était vraiment contente et pleine de joie à l'idée de retrouver son petit ami. Ils avaient un programme assez chouette, ils devaient manger au restaurant ensemble et puis aller faire les magasins à Strasbourg. Sa mère explique aux gendarmes que Lina devait prendre le train de 12h03 à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, en direction de Strasbourg. La jeune fille avait visiblement l'habitude d'emprunter ce chemin en lisière de forêt. Elle a quasiment 3 km à courir, 2,9 km à couvrir très exactement. Elle doit passer en fait à pied par la départementale 350. Et cette départementale qui passe au sud du village, en fait, il y a très peu de maisons. On est quasiment tout le temps en forêt. C'est assez classique et normal pour les enfants de faire ce trajet à partir d'un certain âge, évidemment. Mais voilà, Lina, en fait, n'a pas commis une imprudence. Et donc, cette disparition, elle est immédiatement prise très au sérieux. Toutes les pistes sont envisageables à ce moment-là. Il peut s'agir d'une fugue, il peut s'agir d'un enlèvement, comme il peut s'agir d'un accident. Donc il faut immédiatement enclencher les recherches sur le lieu de la disparition. Les gendarmes ouvrent aussitôt une enquête pour disparition inquiétante et ils publient un avis de recherche. Lina, 15 ans, vêtue d'une robe grise et d'une doudoune blanche. La presse relaie l'information et des battues d'envergure s'organisent. D'abord, un peloton de gendarmerie qui quadrille la zone, mais aussi de nombreux volontaires. Allez, c'est parti en avant. Et dès le dimanche, 180 bénévoles vont se présenter pour finalement faire principalement et avant tout ces 3 km de route. Parce que évidemment, en toile de fond, il y a aussi l'idée qu'on ait pu aussi faire du mal à Lina aux alentours même de la route et qu'on puisse retrouver des traces de lutte, un objet, quelque chose. Les gendarmes cherchent Lina qui pourrait être blessée, voire même inconsciente. Alors sur place, tout le monde s'active. Et les journalistes de la région arrivent à leur tour sur le terrain. Hervé Miclot, du journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace, est l'un des premiers à couvrir les recherches. J'arrive sur les lieux le lundi pour la première battue. Donc des groupes sont déjà en train de redescendre de la montagne. La maman de Lina est là, avec Tao. Tao est également présent, évidemment. Tao a fait beaucoup aussi de recherches avec ses amis.
Avec la presse locale sur place, dès le lundi, les chaînes nationales s'intéressent alors à cette disparition. Jeanne Cancard, journaliste de TF1, se lance aussitôt sur l'affaire. Nous, on est à la Tour, à TF1, à la rédaction. Donc, il y avait le bureau de Strasbourg qui s'était emparé de l'affaire. Et nos chefs nous disent, on va peut-être devoir renforcer et donc aller envoyer d'autres équipes. Jeanne Cancard, journaliste à TF1. Et là, moi, je pars avec mon JRI, mon journaliste reporter d'images. On prend la direction de Plaine pour aller couvrir cette affaire. On arrive le lundi soir, là-bas à Plaine, donc ça fait plus de 2 jours que Lina a disparu. À partir de ce moment-là, la presse s'emballe. La disparition de Lina fait la une. La description de la jeune fille est diffusée sur toutes les ondes, avec l'espoir qu'un témoin se manifeste. Les faits se sont déroulés samedi en fin de matinée. Une adolescente, Lina, devait se rendre à Strasbourg en train. Un appel à témoins a été diffusé par la gendarmerie aujourd'hui. Sur place, les journalistes recueillent le témoignage de Fanny, la mère de Lina, qui participe au battu. Elle donne alors une conférence de presse. Et sa prise de parole va bouleverser la France entière. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est difficile, c'est une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne. C'est une grande douleur. Voilà. Merci, madame. Merci. Bon courage à vous. Pour la première fois, elle prend la parole devant les journalistes sur ce qu'on appelle un micro tendu pour justement faire le descriptif de sa fille. C'est une prise de parole qui est assez poignante. C'est évidemment un moment très fort, très émouvant pour tout le monde, et aussi pour les journalistes qu'on est. C'est des moments évidemment pour tous les parents qui sont là, qui sont très très forts. Voilà. À Plaine, mardi, cela fait maintenant 72 heures que Lina a disparu. Et les recherches continuent sans relâche. Il y a un vrai élan citoyen, en fait. Le mardi, il y a 400 personnes qui répondent présents, qui sont là. Près de ces fameux étangs, là, il y a un grand parking, il est rempli de voitures. Tout le monde se met à chercher. On pense surtout aux parents et j'espère qu'on va la retrouver. On ne soit pas resté sur notre canapé à attendre des nouvelles. Je préfère quand même être là et montrer mon soutien, que ce soit à la famille ou aux autres amis. Évidemment, la fouille est assez complexe lorsque les buissons ou quoi que ce soit sont particulièrement épais. Difficile effectivement d'y pénétrer et d'y rechercher toute trace et indice. On est clairement face à une absence de preuves. Lina, elle aurait pu être enlevée par les extraterrestres d'un coup de rayon, ça serait pareil, on aurait autant d'indices. C'est inexplicable, on n'a rien. Mais en parallèle des battus, les gendarmes enquêtent sur tous les fronts. Ils analysent la vidéosurveillance présente sur les rames du train que l'adolescente devait prendre à Saint-Blaise-la-Roche, à 3 km de chez elle. Et première information capitale, Lina n'est jamais montée à bord. L'analyse de sa téléphonie donne une deuxième information. Son portable borne à Plaine, avant de se couper brutalement. On s'aperçoit que la dernière émission qui est faite par le téléphone, c'est, je crois, 11h21. Jacques-Charles Fonbonne, ancien général de gendarmerie, expert en procédure criminelle. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le téléphone est complètement éteint, ou qu'il est cassé, ou qu'on a retiré la puce et qu'on a détruit la puce. Ça veut dire que le téléphone n'est pas seulement en veille, il est parfaitement hors d'état de fonctionner. Et ça, évidemment, c'est plus qu'inquiétant. Stéphane Minca,
journaliste spécialiste des faits divers. Comment expliquer qu'une jeune fille de 15 ans, sur un chemin même qu'elle connaît par cœur, son téléphone, en 2 minutes, disparaisse? Le téléphone de la jeune fille a donc cessé d'émettre à 11h22. Pourtant, Tao, son petit ami, va faire une révélation aux enquêteurs. Il dit avoir reçu une vidéo de Lina sur le réseau social Snapchat juste 2 minutes avant, à 11h20 précisément. Le dernier message qu'elle émet avant que son téléphone se coupe. Louise Colcombet, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France. Ce serait cette dernière vidéo là qu'elle envoie à Tao. Un message vidéo, selon lui, où on voit donc Lina marcher le long de la route et qui lui montre comment elle est habillée, elle lui dit qu'elle a froid. Cette dernière vidéo de Lina pourrait être la clé de l'énigme, car elle a visiblement été réalisée seulement quelques minutes avant sa mystérieuse disparition. Mais problème, sur ce réseau social, les vidéos sont éphémères. Impossible pour les gendarmes de la visionner. D'autant plus que Tao a lui aussi perdu son portable lors des battues. L'étude de leurs échanges téléphoniques est donc impossible pour l'instant. Alors, qu'est-il arrivé à Lina juste après avoir posté cette vidéo? Comment expliquer qu'elle se soit volatilisée sans laisser de traces? Pour Fanny, la maman de la jeune fille, c'est incompréhensible. Sur place, Jeanne Cancard a recueilli son témoignage. Elle raconte son angoisse insoutenable. Et donc là, on est mardi matin. Ça va faire 4 jours qu'il n'y a aucune nouvelle de Lina. Et c'est à ce moment-là, moi, que je rencontre la maman. Fanny, elle dort très peu, la maman dort très peu, elle cherche partout sa fille. Dès que Fanny nous raconte, dès qu'elle ferme les yeux, elle voit sa fille, elle peut pas s'empêcher de faire tous les scénarios possibles et inimaginables. Il faut que je l'ai dans mes bras, il faut qu'on soit à nouveau heureux tous ensemble, que je peux pas vivre sans elle, que je supporte pas cette absence, que nous tous on veut qu'elle revienne, on veut qu'elle soit là, on veut qu'elle soit avec nous, on veut que... Retour à la gendarmerie. À ce stade, une première hypothèse est scrutée de près par les enquêteurs. Lina aurait-elle pu vouloir disparaître volontairement? La piste de la fugue. Il y a 40 000 mineurs qui sont fugueurs chaque année. Il y en a qui fuguent pendant quelques jours, d'autres pendant plusieurs années. C'est donc l'hypothèse qui statistiquement est la plus probable. Les gendarmes vont explorer ça parce que il peut toujours y avoir l'amoureux est conduit ou un autre amoureux. Désir d'aller voir ailleurs comment ça se passe. À ce moment-là, on va centrer le dispositif d'enquête plutôt sur la personne disparue. Est-ce qu'elle s'est servie de son téléphone? Est-ce qu'elle s'est servie de sa carte de crédit si elle en a une? Est-ce que l'on trouve quelque chose sur son ordinateur? On va interroger les copines, les copains de lycée, de collège pour savoir si elle en a parlé. Les gendarmes s'intéressent tout naturellement à son environnement. Était-elle en rupture avec sa famille? A-t-elle déjà fugué par le passé? Sa mère, qui l'a élevée seule depuis son plus jeune âge, s'est confiée à la journaliste Jeanne Cancard sur leur relation. Alors elle parle donc de sa fille unique avec qui elle vit donc à Plaine. Elle nous dit que c'est une fille très équilibrée, très entourée, qui a des amis, qui a un rayon de soleil. Jeanne Cancard, journaliste à TF1. Ça peut paraître parfois même cliché, bateau, quand on fait toujours le portrait des personnes comme ça qui ont disparu, mais là réellement on sentait qu'il y a une relation très forte entre sa maman et sa fille. On est proches. C'est une adolescente, des fois elle peut pousser, mais elle me respecte toujours. Pas une ado à problème, crise d'ado comme on pourrait avoir chez certains enfants. Non. Elle peut pousser les limites, ça c'est sûr. Comme une ado. Ouais.
je veux rentrer là, à cette heure-là. Non, bah finalement, je veux rentrer un peu plus tard ou je vais dormir chez une copine. Mais si je râle et que j'impose, elle écoute. Si je lui demande de m'aider à la maison, elle va le faire. Une ado heureuse et pas rebelle. D'ailleurs, selon sa mère, Lina était particulièrement épanouie depuis son entrée en lycée professionnel. Elle venait de trouver sa voie. En fait, elle a très tôt choisi une filière qui va lui permettre d'être en contact avec les autres, c'est ce qu'elle aime. Dès 14 ans, elle a fait une filière professionnalisante pour aller s'inscrire en CAP, aide à la personne et vente en milieu rural. Elle venait même de commencer un stage qui lui plaisait dans l'épicerie du village. Nous sommes allés à la rencontre de sa responsable, Morgane, auprès de qui Lina a fait bonne impression. Elle faisait un stage ici de 6 semaines. Voilà, on n'a fait que 2. Morgane, responsable de l'épicerie du village. Une jeune, souriante, une fille qui était à l'aise, une belle personne. On se voit que c'est une jeune fille, 15 ans, voilà, mais propre sur elle, belle, une belle fille. Lina est une adolescente visiblement heureuse, mais surtout amoureuse. En août dernier, elle venait de se mettre en couple avec Tao, un jeune homme de 19 ans. Ils communiquaient sur Internet depuis plusieurs années avant de se rencontrer. Jeanne Cancard a également pu l'interroger en exclusivité pour TF1 dans les premiers jours qui ont suivi la disparition de Lina. Elle a une place importante dans ta vie, Lina. Ouais, sinon je serais pas là, je pense. C'est quoi? On m'a parlé d'un rayon de soleil, quelqu'un toujours... Toujours souriante, toujours de bonne humeur, toujours très contente. Que ce soit quand elle est avec moi ou quand elle est avec les gens en général. Il y a, on va dire, une relation amoureuse qui se met en place. Lui, Tao, donc, il fait les compagnons du devoir. Il a l'opportunité d'aller faire les compagnons du devoir à Strasbourg. Donc c'est à la fois une opportunité professionnelle et puis à la fois, il se dit, ça va me permettre de me rapprocher de Lina. Et la relation commence à partir vraiment de ce moment-là. Le couple semblait filer le parfait amour. Lina paraissait comblée. Alors la piste de la fugue, sa mère n'y croit pas. Et sur cette question-là, Fanny, elle est catégorique, c'est impossible. Impossible. Elle était tellement heureuse. Des rires, de la gaieté, de l'amour, juste du bien-être, c'était vraiment, vraiment agréable. Hein. La veille au soir, on avait mangé tous les trois, on a rigolé à table. Je fais des travaux sur Sablez-la-Roche et il me manquait un outil et je suis rentré chez moi à Champenay par la route qu'a empruntée Lina pour se rendre à la gare. Jean-Marc Chipon, ancien maire de Plaine. Je croise Lina, il devait être dans les 11h18-19, elle a son téléphone en main, elle regarde son téléphone. Elle parle peut-être avec son téléphone, je sais pas. C'est sans doute la vidéo que Lina aurait envoyée à Tao, juste avant que son téléphone ne cesse d'émettre. Jean-Marc Chipon est d'ailleurs formel sur l'heure à laquelle il la croise, car sa maison est équipée d'une caméra. Et les images de sa vidéosurveillance ne se trompent pas. Voilà, là j'arrive, vous voyez mon véhicule arriver, il est 11h21 et 52 secondes. Là vous me voyez sortir de mon véhicule et rentrer dans mon atelier. Je viens chercher un tout petit outil, une clé. Je me redirige vers mon véhicule, il est 11h23 et 27 secondes. Je remonte dans mon véhicule et je reprends la route en direction de Sablez. Et le temps où je suis resté chez moi, c'est-à-dire 2 minutes, 2 minutes, je devais logiquement devoir recroiser Lina, la revoir une deuxième fois avant qu'elle atteigne la piste cyclable. Je me suis fait une réflexion et je me suis dit, tiens, cette jeune fille marche vite. Mais il ne recroisera pas Lina. Elle s'est donc volatilisée ici, sur la départementale 350.
L'ancien maire la voit à 11h20 et à peine 3 minutes plus tard, aucune trace alors qu'elle aurait dû être encore là. Et il est formel. C'est bien l'adolescente portée disparue. Je suis certain que c'est Lina parce que je l'avais déjà croisée quelques fois et aussi parce que la description qui en avait été faite, c'est-à-dire sa tenue vestimentaire, c'était bien sa tenue vestimentaire. Les enquêteurs saisissent aussitôt les images de vidéosurveillance. Et résultat, entre l'aller et le retour de l'ancien maire, il faut compter un intervalle de 8 minutes où tout s'est joué. D'ailleurs, un deuxième témoin resté anonyme viendra lui aussi confirmer avoir croisé Lina au même endroit. Alors, que s'est-il passé pendant ce laps de temps? La jeune fille aurait-elle pu se faire heurter par une voiture ce matin-là? La piste de l'accident. La route sur laquelle se trouve Lina, quand elle descend, est une route qui est une petite route, qui est étroite. On aurait pu imaginer qu'elle ait été renversée par quelqu'un. Hervé Miclot, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. Ça pourrait expliquer notamment le fait que le téléphone s'arrête brutalement de borner. Voilà, c'est quelque chose qui est possible. Avec la circonstance que la personne qui la renverse... Jacques-Charles Fonbonne, ancien général de gendarmerie, expert en procédure criminelle. Peut la mettre dans la voiture si elle est décédée sur le coup, ne serait-ce que pour pas se faire prendre. Donc on va chercher, avec les battues et des fouilles le long de la route. Louise Colcombet, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France. On va chercher un indice, une trace de freinage, un morceau, un élément de voiture, par exemple un feu qui se serait brisé, qui aurait laissé un débris au sol. La police scientifique inspecte toute la zone. Mais les enquêteurs doutent de cette hypothèse, car avec le passage des voitures, un accident serait difficilement passé inaperçu. Il n'y aurait aucun élément qui pourrait aller dans le sens d'un accident et donc d'un délit de fuite. On va rien retrouver. Il y a rien sur le bas-côté de la route qui indique qu'il y aurait pu avoir ni trace de choc, ni trace de freinage. Il n'y a rien qui vient étayer cette hypothèse, qui va se refermer aussi assez vite. Dès les premières investigations, les gendarmes semblent convaincus. On sait que Lina n'a pas fugué et la piste de l'accident leur paraît peu probable. Après 4 jours de recherche, Lina reste introuvable. La jeune fille s'est évaporée dans la nature sans laisser la moindre trace. Mais une nouvelle hypothèse commence à émerger. Les enquêteurs resserrent l'étau sur l'entourage proche de Lina. Tao, au cœur de la tempête médiatique. La piste privilégiée, quand on a ce genre de disparition, c'est toujours quelqu'un qu'on connaît. Et effectivement, les homicides sont souvent commis par des connaissances. Dans le cas de couple, évidemment, le mari ou la femme est forcément suspect. Le petit ami fait partie immédiatement, sinon des suspects, de toute façon des personnes qu'il faut absolument entendre et entendre dans le détail. Il s'avère que Tao a un rôle central, prépondérant. C'est lui qui, le dernier, a reçu sur son téléphone portable des nouvelles de Lina. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Et donc, notamment une vidéo qu'elle lui aurait envoyée. Depuis le début, cette vidéo intéresse particulièrement les gendarmes, car c'est la dernière trace de Lina. Les images recèlent peut-être un indice capital. Mais rappelez-vous, Tao a justement perdu son portable lors des battues. Et cela intrigue les enquêteurs. On est au cœur d'une affaire de disparition inquiétante qui glace la France et le témoin principal, ou presque, perd son téléphone portable. La question se pose, pourquoi dissimuler ce téléphone portable? Est-ce qu'il y avait des photos? Est-ce qu'il y avait des choses qui disparaissent avec le téléphone, qui n'ont pas forcément été échangées sur les réseaux sociaux ou par SMS et qui pourraient être compromettantes, évidemment? C'est forcément la question que vont se poser les enquêteurs. Les gendarmes s'interrogent, mais ils ne sont pas les seuls. Avec cette histoire de téléphone qui a disparu, c'est toute la toile qui s'enflamme.
Des internautes s'improvisent enquêteurs du web et ils incriminent le jeune Tao. La rumeur est lancée. Surtout qu'un événement va venir nourrir de nouvelles spéculations. Il va y avoir dans l'entourage de Lina une jeune fille qui connaissait le couple et qui connaissait bien Lina, qui va accepter une interview sur un plateau de télévision parisien. Et avant qu'elle ne parte, Tao lui a dit de ne pas raconter de la merde, voilà, ou quelque chose comme ça. Comme s'il la mettait en garde ou comme s'il la menaçait. Tao ne va jamais s'en expliquer, mais on peut parfaitement comprendre ce qu'il a voulu signifier par là. Il a voulu dire simplement, très certainement, ne dis pas de mal de Lina. C'est une réaction de jeune homme amoureux. Alors, où se situe la vérité? Tao a-t-il quelque chose à cacher? Ou au contraire, fait-il figure de coupable idéal? Face au déferlement de haine sur les réseaux, la mère de Lina décide de prendre la parole. Elle veut faire taire les rumeurs les plus folles. J'entends tout et n'importe quoi, des choses qui sont absolument fausses. Quand les gens se permettent de douter, de dire des choses méchantes, c'est blessant en fait. On voit vraiment passer des choses horribles sur les réseaux sociaux. Il y a des paroles ignobles, de la méchanceté pure. C'est plus possible, en fait. Je peux pas laisser faire, en fait. Tao souffre. On reçoit beaucoup de messages. Moi, j'ai eu beaucoup d'ajouts sur mes réseaux sociaux, beaucoup de messages, que ce soit envers moi, envers Lina ou envers la famille, qu'on souhaite à personne. Alors que, du coup, je n'étais même pas dans le secteur au moment des faits. Tao explique qu'il a un alibi. Il déclare qu'au moment où Lina disparaît, il est déjà à Strasbourg pour la journée portes ouvertes de son école. Puis, dès 12h15, il attend Lina à la gare. Sa présence est en réalité avérée à Strasbourg, puisqu'il est sur toutes les vidéosurveillances de la gare. Et de toute façon, sa téléphonie, en tout cas, avait déjà montré son téléphone ne borne pas en même temps que celui de Lina. Donc ça n'en fait pas un suspect, voire au contraire, ça le disculpe aux yeux des gendarmes. Tao n'aurait jamais eu le temps de faire l'aller-retour entre Plaine et Strasbourg. Il semble maintenant hors de tout soupçon. Les jours passent, et toujours aucune piste concrète. Mais l'enquête se poursuit, et les gendarmes font une découverte sur le trajet de Lina. Après la route, elle devait emprunter une piste cyclable pour se rendre à la gare. À cet endroit, une cabane de pêcheurs est équipée de vidéosurveillance. Et l'adolescente n'apparaît pas dans les images. Elle n'est donc jamais arrivée jusque-là. Et cela coïncide avec le travail de la brigade cynophile. Hervé Miclot, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace, nous a emmenés à l'endroit exact où Lina se serait volatilisée. Donc là, on est à l'endroit où les chiens ont cessé de pister Lina. Lina venait de Champenay, par ici, et elle descendait vers la gare qui se trouve dans cette direction. Les chiens se sont arrêtés par ici, quoi. Voilà. C'est à partir de là, alors c'est pas précis, hein, le chien il peut perdre une piste, il peut la retrouver un peu plus loin, mais ils ont rien retrouvé, ils sont arrêtés. Donc ils ont fait ce marquage pour délimiter l'endroit à peu près où il était impossible de suivre sa trace. Voilà. Avec ce marquage qui s'arrête net, le scénario le plus probable, c'est que Lina soit montée dans une voiture, de son plein gré ou de force. Et justement, un témoignage vient confirmer cette hypothèse. Il s'appelle Robert, il habite Plaine. Et suite à la diffusion de l'appel à témoins, il a fait le rapprochement avec ce qu'il a vu le jour où Lina a disparu. Voici ce qu'il raconte. C'est là où vous étiez, là, ici, en train de fumer une cigarette. Là, ici, comme ça. Exactement en position là. Elle est passée, là devant moi, et elle a fait coucou. Avec dans une voiture bleue, et voilà. Robert, témoin oculaire. On ne voit pas toujours des marques non plus. Hein. Et petite citadine, c'était pas une grosse berline. C'est tout ce que je peux dire, je peux pas dire de plus. Tout sérieux, enfin, elle n'avait pas l'air malheureuse ni quoi que ce soit.
Là, je suis prêt à passer au détecteur de mensonges, que je l'ai bien reconnu et que je la connais, bon, depuis qu'elle est toute petite, voilà. Si Robert reste un peu vague sur les horaires où il aurait vu Lina, il est formel. C'est bien elle qui lui a fait coucou. Et il confirme ses dires aux enquêteurs. Il a identifié une voiture citadine, a priori de couleur bleu foncé. Et son témoignage ne s'arrête pas là. Je ne peux pas dire que j'ai vu le chauffeur, la tête du chauffeur, s'il était bouclier frisé, s'il avait une perruque bleue, s'il avait une tresse, ça je peux pas dire. Ça, je suis incapable de dire. Mais la petite Larvichette, je crois, sur le côté. Parce qu'il a tourné la tête juste au même moment. Ça travaille encore le jour d'aujourd'hui et ça, c'est une image que je n'oublierai jamais. La voyant passer, faire un sourire, je peux pas... Ça, je l'oublierai jamais. Jamais. Si les souvenirs de Robert sont exacts, il serait à ce jour le seul à avoir aperçu le conducteur. Un homme avec une barbiche. Alors, les recherches se concentrent sur toutes les voitures qui pourraient correspondre à ce signalement. Lina aurait-elle été kidnappée? La piste de l'enlèvement. C'est à prendre avec des précautions, mais pourquoi les gendarmes prennent ça au sérieux? C'est qu'ils ont d'autres éléments par ailleurs. Louise Colcombet, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France. Qui leur font penser qu'une voiture bleue, et une Clio plus précisément, pourrait être impliquée, en tout cas elle passe dans le créneau fatidique sur la route. Ils le savent notamment par des images de vidéosurveillance. Donc à ce moment-là, vous avez une petite dizaine de voitures qui correspondent donc à cette description. Jeanne Cancard, journaliste à TF1. Qui sont fouillées dans les alentours, pas seulement à Plaine, mais dans les villages aussi aux alentours. Parmi les personnes qui sont perquisitionnées et auditionnées, il y a une personne qui va retenir un peu plus l'attention des enquêteurs. C'est un homme âgé d'une quarantaine d'années, père de famille, qui vit juste à côté de chez Lina, dans un hameau tout proche, et qui, dans ses premières déclarations, est un ton un peu intrigant. Il a l'air détaché. Cette façon de répondre, un peu comme à côté, inquiète un peu les enquêteurs. Les gendarmes décident d'entendre cet homme. Il est professeur de musique dans les environs. Et très vite, ils vont perquisitionner son domicile. Les enquêteurs semblent enfin tenir un suspect. Alors tout ce déploiement sur place attise l'attention des médias qui s'empressent de relayer l'information. En Alsace, les enquêteurs semblent se concentrer particulièrement sur une maison. Elle se situe tout près de la commune où vivait la jeune Lina, disparue depuis maintenant une semaine. Déjà fouillée hier, cette maison a été mise sous scellé et les gendarmes y sont revenus ce matin. C'est un homme seul qui vit dans cette maison, située à moins de 2 km à vol d'oiseau de l'endroit où Lina a disparu, à environ 5 minutes en voiture. Pour l'instant, ces investigations dans cette maison n'ont rien donné. On attend encore des retours d'analyse, mais cette personne, jusqu'à preuve du contraire, est à l'heure actuelle, alors où je vous parle, totalement hors de cause, quoi. Voilà. Plusieurs voitures, des citadines bleues, sont passées au crible dans la région. Mais officiellement, il n'y a toujours pas de piste. Le 30 septembre, une semaine après que Lina s'est volatilisée, un nouveau témoin fait une révélation. Il s'appelle Freddy. Il signale aux gendarmes que sa fille de 14 ans a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement. Voici le témoignage qu'il a livré après les faits. Il y a ma fille qui m'a appelé en catastrophe le lundi à 6h30 du soir, qui m'a dit comme quoi il y a une voiture grise qui est passée, qui l'a klaxonné 3-4 fois. Freddy, témoin. Du coup, elle m'a appelé, elle est partie en courant, elle est rentrée donc à la maison, elle l'a dit à sa mère aussi. Et le jeudi, en allant à l'école, sur le chemin là, à 6h du matin, 6h10 il était, il y a un monsieur qui s'est arrêté en voiture avec une voiture grise, une Citroën, et s'est mis à sa hauteur, a commencé à ouvrir la porte, a voulu descendre.
Du coup, elle est partie en courant, elle a pris le téléphone, elle m'a tout de suite appelé. Papa, il y a quelqu'un qui veut me prendre. Elle a été donc à la place où il y a le bus qui arrive. Le monsieur s'est garé sur le côté. À l'arrivée du bus scolaire, la voiture prend aussitôt la fuite. Alors, la jeune fille a-t-elle échappé à une tentative d'enlèvement? Son papa, Freddy, ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a eu quelque chose comme un essai raté avec sa fille, parce qu'en fait, c'est vrai qu'elles se ressemblent. Qu'est-ce que racontent ces faits? C'est que peut-être y a-t-il dans la région un prédateur sexuel. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Quelqu'un qui finalement avait fait la veille ou 2 jours plus tôt quelques repérages, quelqu'un qui avait repéré ou Lina ou l'autre jeune fille, quelqu'un qui cherche une jeune fille de ce type. Donc là, à ce moment-là, ils sont entendus par les enquêteurs qui, prennent évidemment ce témoignage très au sérieux, parce que ça pourrait être une piste à envisager. Mais, encore une fois, pas assez d'éléments pour tenter de retrouver cette voiture, pour tenter de corroborer aussi ce témoignage. Depuis cet événement, l'adolescente est traumatisée. Sa famille reste persuadée qu'un prédateur rôde dans les environs et que c'est le même homme qui s'en serait pris à Lina. Alors, dans les villages de la région, la psychose s'est installée. Les rues sont désertes. Les enfants ne sortent plus. C'était un peu la panique, ouais. Les gens faisaient beaucoup plus attention. Les adolescents étaient beaucoup plus avec leurs parents. Même maintenant, on voit encore les parents qui déposent leurs gamins à l'école et tout le cinéma. Hein. C'est quand même une personne que je connais, donc forcément ça fait peur, quoi. Là, depuis qu'il y a ça, il n'y a plus personne qui sort. C'est calme, quoi. 80% de notre clientèle, c'était des jeunes. Et là, depuis d'ailleurs la disparition de Lina, on a beaucoup moins de jeunes quand même. Hein. Les gens ont peur maintenant de sortir tout seul maintenant. C'est pas bon. Et puis il faut conseiller les jeunes, il ne faut pas sortir maintenant sans leurs parents, quelqu'un en adulte un peu plus âgé. Il n'y a pas de mots, ça fait mal au cœur, c'est pas facile. Un retour à la vie normale, difficile. Aujourd'hui, la piste d'un prédateur qui s'attaquerait aux adolescentes reste privilégiée. Le parquet de Strasbourg vient d'ouvrir une information judiciaire pour enlèvement ou séquestration. On passe dans une nouvelle phase d'enquête. Il n'y a plus de recherche sur place. On estime que s'il y avait des indices à recueillir, ils ont été recueillis. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, c'est un travail de fourmi. N'a pas été révélé pour le moment. L'analyse du bornage téléphonique qui couvre cette zone continue. Saura-t-on un jour ce qui est arrivé à Lina ce 23 septembre? Peut-on encore espérer la retrouver? Aujourd'hui, la maman de Lina et Tao continuent de chercher, sans relâche. En fait, on fait tout, on essaye de tout faire, tout ce qu'on peut, tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on... On se relaye, on essaye tout, en fait. Il faut qu'elle revienne, il faut que je l'ai dans mes bras, il faut qu'elle soit là. Je veux ma fille. Dans un récent communiqué, via son avocat, la mère de Lina a réaffirmé sa rage et sa détermination à retrouver sa fille. Depuis, elle s'est murée dans le silence.